Bonjour tout le monde et puis bienvenue dans notre webinaire concernant notre Fonds national de lutte contre le racisme pour le financement d'événements antiracistes et d'initiatives de jeunesse. On va attendre encore quelques minutes pour commencer parce qu'il est presque midi 59. On va peut-être attendre midi 3 pour donner la chance aux gens qui sont inscrits parce qu'on a plus qu'une cinquantaine d'inscrits. Donc, pour donner la chance aux personnes de se joindre à nous. Merci et bienvenue. Il est 13h01. On va juste attendre une autre minute pour encore une fois donner la chance aux gens de se joindre à nous. Il est 13h02, donc on va commencer sans tarder parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir lors de ce webinaire. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier tous les gens qui sont ici de nous joindre, de nous rejoindre pour cette session d'information sur nos financements pour les événements et initiatives de jeunes dans le cadre de notre programme du Fonds national pour la lutte contre le racisme. Je m'appelle Ibrahim Gueye et je suis le gestionnaire des partenariats ici à la Fondation canadienne des relations raciales. Euh, je suis un des membres de l'équipe du département des investissements communautaires. On a d'autres membres ici présents et aussi de notre département euh, des programmes qui vont nous travailler avec nous, qui vont être avec nous lors de cette présentation. Euh, Avant de commencer, je vais juste noter une chose très importante et qui va être bénéfique pour tout le monde, que cette session sera enregistrée et partagée à travers notre site web et sur notre chaîne YouTube. Et la présentation vous sera également envoyée. Donc, si vous voulez prendre des notes, libre à vous, mais là, cette présentation vous sera envoyée. Euh, pour démarrer, je vais continuer pour passer la parole à mes collègues ici présents de se présenter. Je passe la parole à Neil de se présenter. Merci.
Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Nils Santamaria et je suis le directeur régional pour le Québec. Donc voilà, il me fait vraiment plaisir de parler de vous aujourd'hui. Et, et disons que l'équipe Québec s'occupe en grande partie des candidatures francophones qui sont soumises. Donc on est là justement pour répondre à vos questions aujourd'hui et vous informer mieux afin de faire entendre la voix du Québec à travers ce fonds. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Geneviève Dalphond-Mercier, qui est gestionnaire de projet pour la région, pour la province de Québec. Excuse-moi, Neil, je pense qu'on t'a entendu un peu de loin. Tu peux brièvement te rapprocher et puis brièvement répéter ce que tu as dit en dernier, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Nils Santamaria, je suis le directeur Québec pour la Fondation. Et je disais également que ma collègue Geneviève et moi nous occupons essentiellement des candidatures francophones. Donc, c'est pour ça que euh, on allait être là pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Geneviève. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Geneviève. Merci d'Alphon. Comme mentionné par Neil, je travaille avec Neil dans le département du Québec. Je suis gestionnaire de programme et depuis 1 an et demi, je fais le suivi des demandes acceptées du Fonds national de lutte contre le racisme, donc l'accompagnement avec les groupes qui ont reçu le financement. Je ne fais pas partie du processus de décision, mais je fais partie du processus d'accompagnement. Donc, ça me fait plaisir de faire votre rencontre aujourd'hui. Puis, c'est un plaisir pour nous de répondre à vos questions puis d'annoncer la suite de notre beau fond. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Neil et Geneviève. Je veux aussi mentionner que ici, on a aussi la présence de notre directeur des investissements communautaires et ici de ma collègue qui s'occupe aussi qui est aussi gestionnaire de partenariat pour nous supporter un peu sur le background pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, sans plus tarder, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et je passe la parole à Neil pour les premières diapositives. Merci, Ibrahima. Alors, avant toute chose, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais que les nations Kanien'keha pour Montréal ou Anishinaabe pour Ottawa ou même les Mississauga du Crédit pour Toronto comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tionitiaki, Montréal et comme la rivière Outaouais d'ailleurs sont historiquement reconnus comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes des communautés montréalaises, d'Ottawa, de Toronto et d'ailleurs au Canada. Alors nous allons maintenant commencer la présentation. Donc l'objectif de cette session a pour but d'aider les demandeurs de subventions à mieux comprendre les exigences du financement des événements et des initiatives jeunesse du programme de Fonds national sur la lutte contre le racisme. Ceci dans le but de les outiller à soumettre des candidatures solides qui répondent aux critères de financement. Alors aujourd'hui, nous aborderons le but du Fonds national de lutte contre le racisme, les thèmes et les objectifs, ainsi que les résultats attendus. On va également parler des détails du financement, de l'éligibilité, du processus de candidature et des types de soutien avant de passer à la période de questions et réponses. Donc, tout le long de la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez soumettre vos questions en utilisant le bouton Q&A en bas de votre écran. On va trier ces réponses tout au long de la session et nous aborderons la plupart d'entre elles au cours de la période des questions et réponses. Veuillez noter cependant que nous donnerons la priorité aux questions qui concernent le processus de candidature, les critères de subvention, etc. Mais que nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui parce que nous n'avons qu'une heure.
Donc, si vos questions sur le Fonds national de lutte contre le racisme ne sont pas répondues aujourd'hui lors de la session, n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions à notre équipe de gestion des subventions à bourse@crrf-fcrr.ca. Et avant de commencer, je voudrais également reconnaître publiquement l'excellent travail qui a été fait par notre équipe de gestion de subventions, mais aussi par les équipes de programmation à la Fondation, ainsi que à ma collègue Geneviève et à Shannon, Ibrahima, Sharon, à Viola, qui travaillent très, très, très fort justement pour que un maximum de projets puissent être supportés. Donc encore bravo à vous toutes et tous. Donc, on va passer à la raison d'être un petit peu de ces subventions. Et il faut savoir que la Fondation, une de ses missions, c'est de justement renforcer le tissu social au Canada en aidant, en habilitant et en rassemblant les groupes et organismes communautaires grâce à du financement, des services et un réseau de partenaires dans le milieu de la recherche, chez les acteurs privés et dans le milieu communautaire. Le Fonds national de lutte contre le racisme réaffirme l'engagement de la Fondation à créer un cadre national de lutte contre le racisme dans la société canadienne et québécoise. Le Fonds national de lutte contre le racisme a versé jusqu'à maintenant 3,9 millions de dollars, donc près de 4 millions de dollars, au cours des 2 dernières années, et a soutenu ainsi le travail remarquable de plus de 200 organismes à travers le Canada. Au cours des 2 prochaines années, le Fonds national de lutte contre le racisme accordera 6 millions de dollars de financement pour des événements, des initiatives jeunesse et des projets qui luttent contre le racisme au Québec et au Canada. Donc, sans transition, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Ibrahima pour vous parler des thèmes et des objectifs de ce fonds de financement. Ibrahima. Excuse-moi, il faut que j'enlève de ma sourdine. Merci beaucoup, Neil, pour l'introduction du fonds. Donc, on va aller, nous parlerons des thèmes et objectifs qui sont vraiment importants à retenir. Donc, parce que toutes les demandes de subvention doivent correspondre, l'objectif de votre demande ou de votre idée de projet ou de votre événement doit correspondre avec l'un ou plusieurs de ces objectifs que je vais nommer tout à l'heure. Et la première qu'on cible ici dans ces fonds, notre objectif, c'est vraiment réduire les barrières raciales et systémiques. Et par là, nous entendons réduire les obstacles à l'inclusion en s'attaquant au racisme systémique dans l'éducation, les soins de santé, les systèmes judiciaires, les services publics, l'emploi et la vie publique. La deuxième, c'est la recherche et l'éducation. Ici, nous cherchons à promouvoir la disponibilité de données, des preuves et des observations des communautés sur les relations raciales au Canada et accroître leur accessibilité. Quand on parle de preuves, on parle de preuves probantes, de faits probants qui peuvent qui existent ou bien des recherches qui ont été faites et que l'événement a pour but ou bien l'initiative de jeunesse que vous voulez mettre en place a pour but de de promouvoir ou bien de partager ça avec la communauté, pour accroître avec la communauté. Donc, le troisième objectif, c'est sensibilisation du public. Ici, on essaie d'informer sur les politiques publiques en soulignant les obstacles systémiques et institutionnels dont les populations racisées euh, font face ici au Canada. Le dernier, c'est le renforcement des communautés culturelles et interculturelles, créer des occasions d'expériences interculturelles en se reposant sur des débats ou un dialogue entre les races, les religions, les cultures même, de façon à susciter la prise de conscience et favoriser la collaboration. Donc, ce sont les 4 objectifs. Et puis, la prochaine diapositive va plus vraiment sur les résultats attendus, va plus
donner beaucoup plus de clarification sur ces thèmes et objectifs parce qu'ils sont vraiment liés et je pourrais donner quelques exemples. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine, merci. Donc, les résultats attendus, donc, une fois que vous avez votre idée de projet ou bien votre idée d'événement est en lien, s'aligne vraiment avec un ou plusieurs de nos objectifs, maintenant, il faut vraiment voir comment les résultats attendus, l'impact que vous visez à l'issue de votre événement ou à l'issue de votre initiative de jeunesse, euh, vise un ou plusieurs aussi de nos résultats, des résultats que nous visons aussi. Donc, le premier, c'est vraiment sensibiliser le public aux enjeux des politiques publiques liées aux relations raciales et à la lutte contre le racisme et les crimes haineux, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale. Et ça, si vous vous souvenez un peu du diapo, ça a un peu à accord avec tout ce qui est systémique. Et si j'explique un peu, je m'explique pour expliquer ça, c'est par exemple si quelqu'un, un groupe, veut vraiment avoir une conférence sur tout ce qui est racisme systémique, comment on va pouvoir voir ces enjeux et puis en discuter ou bien et trouver des solutions. Donc ça peut être au niveau canadien, ça peut être au niveau de votre communauté ou ça peut être au niveau de votre province. Donc c'est ça le premier résultat. On cherche vraiment à augmenter la sensibilisation sur ces enjeux politiques. Et le deuxième, c'est sensibiliser le public à la diversité culturelle du Canada. Donc, quand on parle de race, on parle de forcément de diverses communautés, de diverses religions et de diverses cultures. Donc, comment on peut sensibiliser l'existence d'autres cultures, l'existence d'autres langues, d'autres façons de vivre, façons de faire au sein du Canada. Comment on essaie d'accroître les sensibilisations. Et le troisième, c'est accroître aussi la sensibilisation à la façon dont certains facteurs comme la race, la culture, l'ethnicité ou la religion peuvent entraver la pleine participation de l'ensemble de la population canadienne à la société et à l'économie. Ici, on essaie aussi de sensibiliser les facteurs qui bloquent qui peuvent bloquer certains groupes racisés, que ce soit des groupes autochtones ou bien des groupes noirs ou des groupes asiatiques ou des groupes de confession religieuse juive ou musulmane, comment il y a des facteurs qui les bloquent pour pouvoir vraiment jouir de leur citoyenneté canadienne et puis avoir une place pour pouvoir vraiment s'épanouir au niveau économique et social. Donc, ce sont vraiment voir ces facteurs-là et puis sensibiliser les gens et plus tard, peut-être trouver des solutions. Le dernier, c'est augmenter les connaissances sur le racisme et la discrimination afin de renforcer les capacités des communautés à lutter contre celles-ci. Donc, ici, on essaie d'augmenter les connaissances. Ça, un peu en lien avec les données dont je parlais, les faits probants. Comment trouver des pièces d'évidence, des faits probants qui démontrent, qui peut vraiment comment dire, inciter à la discussion et pour qu'on puisse voir, avoir des connaissances, acquérir des connaissances sur le racisme et la discrimination afin de renforcer la capacité des communautés pour lutter contre celles-ci. C'est-à-dire des discussions qui peuvent vraiment voir des actes racistes qu'on peut voir sur une communauté qu'on ne savait pas que c'était raciste, comment créer, vraiment éveiller les gens pour que la prochaine fois, quelque chose que je sais que en tant que personne noire que je vis, que l'autre qui n'est pas noir ne peut pas vraiment percevoir ça comme un acte raciste, mais pouvoir avoir des discussions autour de ce débat pour pouvoir aider les gens à vraiment identifier c'est quoi les actes racistes et pour les éviter. Voilà, merci. Prochaine diapositive. Donc, là, après avoir parlé des objectifs et des résultats attendus, nous allons un peu donner une définition de ce que nous entendons par événement et initiative de jeunesse dans le cadre de ce Fonds national de lutte contre le racisme. Ici, nous entendons vraiment par
événements, des activités communautaires publiques, sociales ou d'apprentissage qui sont planifiés et liés aux thèmes et aux objectifs que je viens de citer. Il peut s'agir de conférences, de sommets, d'ateliers de formation, de galas, de festivals, d'expositions et d'activités interculturelles ou bien d'activités axées sur la réconciliation. Je, 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 euh, je vais m'appesantir un peu sur le mot communautaire et public parce que euh, on est un organisme de la couronne et nous utilisons des fonds de tout le monde pour pouvoir aider. Donc, il faut que ça soit vraiment public, accès, le public doit être accessible. C'est pas des événements privés ou payants, ou donc ça pourrait pas être éligible. Il faut vraiment que le public puisse avoir accès à votre événement pour en bénéficier. Pour les initiatives de jeunesse, ce sont des projets. Ça peut être des projets, des petits projets menés par des groupes de jeunes ou axés sur les jeunes. Donc, par jeune, euh, nous entendons des personnes de moins de 30 ans. Donc, de 0 à 30 ans. Les initiatives peuvent être des petits projets et peuvent prendre forme sur la forme de conférences, de sommets, d'ateliers, de galas, axé sur la réconciliation ou des activités culturelles. Ce que j'aimerais mentionner ici, juste vous donner un petit exemple que nous avons subventionné, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent qu'est-ce que c'est qu'un événement de jeunesse. Donc, on a subventionné dans le passé un événement, par exemple, euh, des visites à pied dans le quartier Chinatown en Colombie-Britannique, peut-être des différents groupes de jeunes pour apprendre d'autres cultures, voir ce qui se passe. C'est des visites guidées, des visites avec des discussions sur la culture asiatique et comment ça se fait. Donc ça, c'est un projet qu'on avait, un projet, une initiative de jeunesse qu'on avait subventionné dans le passé. Aussi, un projet d'étudiants qui visait à mieux comprendre les impacts du racisme environnemental et les solutions pour y faire face. On avait subventionné ça dans le passé avec un groupe de jeunes étudiants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va rentrer sur les détails concernant la demande. Donc, qui est admissible? Cette demande, ce fonds est ouvert aux organismes de bienfaisance canadienne enregistrés, tels que reconnus par l'Agence du revenu du Canada et les organismes et associations canadiennes à but non lucratif, les organismes autochtones Inuit et Métis du Canada, les institutions publiques canadiennes non fédérales, telles que les municipalités, les conseils scolaires, les écoles, les collèges et les universités, les groupes populaires d'étudiants et les groupes d'étudiants reconnus. Ici, on va faire peut-être une différenciation parce que les groupes populaires d'étudiants, c'est-à-dire je ne sais pas s'il y a quelques, je pense que c'est le FESFO. Il y a un groupe en Ontario ici, qui vraiment œuvre pour les étudiants, c'est un groupe d'étudiants, ou bien il y a des groupes d'étudiants qui sont rattachés à des universités. Donc, c'est des étudiants qui se regroupent, ils ont une association au sein d'une université et ils veulent faire, par exemple, quelque chose sur un panel de discussion sur le racisme, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est ouvert aussi au groupe d'étudiants. Donc, montant et conditions du financement. Donc, on a 1 million de dollars qui est disponible pour ce fonds et le maximum de financement par événement ou par initiative de jeunesse peut aller jusqu'à 1 000 dollars. Les candidats en financement pour un événement ou une initiative ne peuvent faire que 2 demandes lors de cette source d'investissement, de cette phase d'investissement. Et 80%, une fois que vous avez réussi, vous faites partie des gens, des heureux, euh, comment je cherche le mot, excuse-moi là. Je cherche le mot en français, mais le mot anglais, successful qui vient tout le temps, qui me bloque. Excusez-moi. Donc, si vous êtes vraiment sélectionné,
Donc, vous allez recevoir 80% du montant demandé comme premier versement après la signature du contrat. Et les 20% vous seront envoyés une fois que vous avez fini le projet ou vous avez fini l'événement ou l'initiative de jeunesse et que vous avez soumis le rapport final et qu'on a évalué le rapport final, on sait que ça a répondu aux critères d'évaluation et aux attentes de la fondation. Prochaine diapo. Donc, on continue sur les détails. Ici, pour entrer vraiment dans les détails de dépôt et les dates limites. Donc, comme on l'a mentionné sur le site web, les candidats peuvent soumettre, vous pouvez faire des demandes jusqu'au 15 janvier. Donc, ici, comme vous le voyez sur l'écran, si vous planifiez un événement d'ici le 31 mars, donc, on vous suggère fortement de soumettre vos demandes d'ici le 15 janvier. Le portail est ouvert. Vous pouvez soumettre. Si le 15 janvier, vous demandez, euh, vous soumettez une demande le 16 janvier et que votre événement va se passer en février ou en mars, vous n'allez pas être éligible. Donc, je vous avais jusqu'au 15 novembre pour les événements qui ont prévu jusqu'au 31 mars. Et puis maintenant, si votre événement, c'est après avril et plus tard, vous avez jusqu'au 15 janvier pour soumettre votre demande. Et ici, nous espérons pour les projets et les événements, vous avez jusqu'au plus tard le 31 événements, toutes les activités doivent être finalisées au 31 juillet 2024. Le rapport final doit être soumis après 30 jours après. Ce point-là, ça a vraiment un lien avec le deuxième point. Parce que ici, le premier, on pense vraiment aux activités qui auront lieu. Parce que si vous avez un événement, on pense que votre événement, c'est le 30, vous allez finir ça au mois de mars. Donc, normalement, en avril ou plus tard au mois de mai, on doit recevoir le rapport final. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce qui est admissible et ce qui n'est pas admissible pour les dépenses. Donc, les frais admissibles ici, on a les frais de personnel et d'encadrement pour l'événement. Disons un exemple, un coordonnateur de l'événement et puis les coûts du programme comme les honoraires des conférenciers, les dépenses liées à l'équipement et aussi si vous voulez louer un local aussi, à la commercialisation et aux communications, à la promotion. Les frais généraux et administratifs directement liés aux événements ne doivent pas dépasser 15% du total de votre budget. Donc, il faut être tout ce qui est frais de comptabilité, frais de tenue des livres et tout ça. Donc, administratifs ne doivent pas dépasser plus de 15% de votre budget total. Donc, ce qu'on ne va pas couvrir, ce sont tout ce qui est lié à une aide financière directe sous forme de paiement à des personnes ou à des familles, des frais liés à des activités politiques partisanes, des coûts d'occupation permanente et de prise en charge du déficit d'exploitation, les frais pour un service couvert par des autorités sanitaires provinciales, des frais pour un service fourni par le corps médical, euh, ou des professionnels de la santé, l'achat de biens immobiliers, le coût de boissons alcoolisées, les frais pour des lits d'hébergement ou des lits de logement de transition. Donc ça m'aide à juste clarifier. Ici, on n'a vraiment pas rentré dans les détails, mais si vous avez des gens du transport pour des panélistes pour votre événement, si disons par exemple vous êtes à Montréal et votre euh, événement se fasse à Québec, dans la ville de Québec, et vous voulez payer des frais de transport pour vos panélistes, ça, vous pouvez le demander. Et si vous devez, voilà, donc c'est juste pour clarifier ça. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, toujours dans le processus de candidature, je pense que c'est pas mal clair. Donc, il faut, pour ceux qui n'ont jamais fait de demande avec notre fondation, donc vous devez aller sur notre site web. C'est là, donc vous devez cliquer sur appliquer si vous êtes prêt à faire une demande et vous créez un nouveau profil. Il vous faut un email et puis un mot de passe et vous allez accéder au formulaire de demande en ligne. Le formulaire, maintenant, c'est à deux parties. Il y a la partie consentement où il faut vraiment lire, comprendre ce qu'on attend de vous en matière de collection des données, de, des gestions à la vie privée et tout. Donc, vous avez coché ça si vous êtes d'accord. Et puis maintenant, vous allez dans la deuxième partie qui est le formulaire, qui est vraiment assez bien détaillé, assez, comme on dit en anglais, straightforward. C'est vraiment simple à utiliser. On n'a pas encore eu jusqu'à date de plainte là-dessus. Et maintenant, une fois que vous avez fini, il faut un budget détaillé. Je reviendrai sur le budget, mais le budget est déjà, on vous a donné un format de budget aussi qui est accessible sur notre site web parce que l'année passée, on nous demandait tout le temps, est-ce que vous avez un budget cette fois-ci? On vous a créé un Excel. C'est un Excel. Vous pouvez le downloader, mettre ça sur votre desktop, mettre la première colonne juste et demander à remplir. Vous n'avez pas besoin de remplir les deux dernières colonnes parce que ça, c'est pour nous. Si vous êtes un bénéficiaire, on aura besoin de ces colonnes-là. Mais pour le moment, vous remplissez que la première colonne et nous aurons besoin de vos états financiers. Donc, les deux dernières années, si possible, ou voilà, et un dossier de parrainage. Le dossier de parrainage est facultatif, mais ça encourage vraiment parce que ça nous donne une idée de vraiment comment se passe votre événement. Parce qu'un dossier de parrainage comprend souvent les autres la description de l'événement, le nombre de personnes visées, les résultats attendus, un peu l'objectif, les communautés visées, aussi c'est qui les autres parrains qui sont là, c'est qui les autres partenaires. Donc, ça nous aide vraiment à avoir une idée d'ensemble de votre événement. Donc, il est fortement encouragé. Si vous ne l'avez pas, donc vous avez la question qui vous donne la chance de décrire votre projet et de dire aussi, d'avoir la chance de dire combien de personnes vont être visées, c'est quoi les résultats attendus. Donc, et une fois que c'est fait, vous avez révisé, vous avez signé, vous avez mis la date, vous avez s'assuré que tout est bon, vous pouvez appuyer sur soumettre. Et vous aurez un email sur le courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire. Le système vous enverra un courriel pour vous dire que nous avons bien reçu votre demande. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Le processus d'évaluation, maintenant, ce qu'on regarde quand on évalue votre demande, on va vraiment regarder la conformité avec les thèmes et les objectifs et Et ça, c'est vraiment important parce que on peut pas, si ça peut être vraiment, si vous nous amenez un événement qui n'a rien à voir avec nos objectifs, on va même pas regarder le reste. Donc ça, c'est vraiment important de s'assurer que votre idée s'aligne avec les objectifs du programme. En plus, on va regarder aussi les réalisations à la fin des résultats. C'est quoi vos attentes? Et puis, est-ce que ça correspond vraiment avec nos résultats attendus? Donc, c'est très important. Aussi, on va regarder preuve de compétences des ressources humaines et financières et la structure de la gouvernance nécessaire pour réaliser le projet ou l'événement ou l'initiative de jeunesse et la capacité à bien mener ça. Et ça, on appesantit, on demande pas d'autres informations, mais il est important là où on vous demande de donner votre site web, ça nous aide d'aller sur votre site web, de voir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos programmes passés, pour pouvoir, ça nous donne un peu une idée. On peut regarder de là-bas aussi, c'est qui est dans le board, c'est qui est dans votre équipe, et aussi pour les capacités ressources humaines et financières on va regarder les états financiers que vous aurez à produire.
Donc aussi, il y a une question, vous allez le voir, une preuve de nécessité du projet dans le contexte local et régional, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce que vous cherchez à vraiment atteindre? C'est quoi est-ce qu'il y a-t-il un besoin dans la communauté ou au niveau national ou provincial où vous voulez vraiment discuter? Donc, il faut vraiment nous donner, peut-être ce serait bon de donner des faits probants. Pourquoi il y a ce besoin et que pourquoi vous voulez faire cet événement ou cette initiative de jeunesse pour répondre à cet événement. Le budget, donc on vous a facilité les choses, vous avez un budget, il faut vraiment que ce soit détaillé, raisonnable et surtout en lien avec vos activités. Parce que si on regarde ce que vous voulez faire, les activités, on regarde, vous dites que vous allez avoir des panélistes, je sais pas, des ateliers de formation, mais vous demandez, disons, du transport, alors qu'il n'y a rien qui dit que vous allez, l'événement va se passer en dehors de votre communauté. Ça crée un peu de doute. Donc, il faut vraiment que ce soit aligné avec vos activités. Ici, je voulais juste revenir sur ça pour dire que aussi en matière, pour revenir sur un point, j'ai raté un peu, j'ai oublié de mentionner sur le montant total que vous demandez. Donc, vous pouvez demander, il y a une question où on vous demande, on vous dit, est-ce que vous acceptez une subvention partielle? Par exemple, vous demandez 10 000 $, mais est-ce que vous êtes ouvert à ce qu'on vous donne la moitié, 7 000 ou 5 000 ou 3 000, dépendamment de l'évaluation de vos demandes? Est-ce que c'est très important de dire oui ou non, parce que ça nous aide à pouvoir prendre une décision concernant vos besoins. Et ça aussi, le budget va nous aider le budget et les événements, l'ampleur de vos événements pourra nous guider à pouvoir prendre cette décision. On va passer à la prochaine diapo. Voilà, en matière de reconnaissance, très très important ici, donc parce que euh, il est très important de reconnaître la fondation. Et là, on vous a donné euh, un petit paragraphe que vous pouvez utiliser pour reconnaître la fondation dans vos matériels de promotion ou dans vos articles ou ce que vous voulez faire comme matériel de promotion. Et on insiste sur l'invitation à un représentant de la fondation à prendre la parole lors de l'événement public, si cela est approprié, bien sûr, ou bien si c'est pas approprié, on a des vidéos qu'on a en place pour vous envoyer pour que vous puissiez faire passer le message. Mais aussi, il est important de nous fournir une notification du déroulement de votre événement ou de votre initiative au moins 4 semaines à l'avance. Donc, c'est très important de clarifier. Et sur la demande, il y a date de commencement. Donc, il faut vraiment clarifier ces dates et puis nous donner une notification 4 semaines à l'avance pour qu'on puisse se préparer s'il y a quelqu'un qui doit être là ou s'il y a une vidéo à préparer qui est en lien avec votre événement. Et aussi, nous aimerions aussi les événements qui se passent pour des mois de célébration ou des jours de célébration. Je prends l'exemple comme le mois de l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Asiatiques, le mois de la commémoration des Autochtones, des Inuits, des Métis, ou bien des journées de l'émancipation de la femme, ou bien, je sais pas, ça colle avec quoi. Donc, il faut nous donner la chance aussi de pouvoir mettre en exergue votre événement aussi dans nos médias sociaux. Donc, nous avertir à l'avance et puis même le mentionner sur la demande. Je pense qu'il y a une question qui est posée là-dessus. Donc, clarifiez ça sur la demande, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Voilà, on arrive à la fin. J'ai trop parlé. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre gestionnaire de programme et coordonnateur et coordonnatrices partout au Canada. Ils sont vraiment les comment dire, vos premiers contacts dans votre région, ils sont là. Donc, je commence par Geneviève qui est là, qui est en train de me supporter sur la partie technique. Geneviève Mercier d'Alfond, elle est gestionnaire de programme pour le Québec.
Elle s'occupe aussi de l'évaluation des rapports finaux. Donc, tous les rapports que vous allez faire, elle l'a mentionné, je pense, au début, elle s'occupe de l'évaluation des rapports finaux de la région Québec, mais pas mal de beaucoup de demandes francophones aussi. Donc, voilà, et vous allez, si vous êtes bénéficiaire, vous allez peut-être entendre d'elle pour vous présenter, pour vous guider un peu. Et puis aussi, ses coordonnateurs, elle est présente souvent. Si elle est disponible, elle va venir dans les événements et puis représenter la fondation un peu. Donc, pour l'Atlantique, le Canada Atlantique, on a Kevin Harrison. Il est le coordonnateur régional là-bas. Tout comme Geneviève, il s'occupe de toutes l'évaluation des rapports finaux et aussi le représentant de la fondation partout dans le Canada Atlantique. Et pour de l'Ouest canadien, nous avons Rosaline Kang. Rosaline est aussi, c'est la coordonnatrice régionale pour cette région. Elle s'occupe de l'évaluation des rapports finaux et aussi s'active pas mal dans tout ce qui est événements, initiatives de jeunes, ateliers de formation pour représenter la fondation, tout comme Kevin et Geneviève. Et finalement, nous avons Zara Talib. Zara s'occupe de Colombie-Britannique, Yukon et les territoires euh, nord-ouest. Elle s'occupe aussi de tous les évaluations des rapports finaux et tout comme les trois autres, euh, se, est dans la communauté pour représenter la fondation au niveau de Colombie-Britannique, Yukon et territoire de Ouest, je pense que c'est Nord-Ouest. Euh, voilà, donc nous avons l'Ontario. Les gens vont se demander, l'Ontario est partagé par tous ces quatre. Donc, par tous ces quatre, mais s'il y a des événements aussi, certains de l'équipe de programme qui habitent dans la région de l'Ontario partout vont, vont participer à ces événements en Ontario et eux, ils se partagent tous les rapports finaux qui viennent de l'Ontario. Prochaine diapositive. Donc voilà, donc je pense que j'ai dépassé un peu mon temps, mais pour compenser, je vais rester encore 5 à 10 minutes de plus pour la période de questions. Donc je passe la parole à Geneviève. Je passe la parole à Geneviève pour euh, la période de questions. On va commencer par les questions qui sont sur euh, sur le système, sur le chat. Et puis, on va essayer de répondre à ça. Et à vous la parole, Geneviève. Oui, Merci. super, merci. J'ai reçu quelques questions sur le chat, donc je vais y aller pour les questions. Bonjour, est-ce que les villes à statut particulier comme Montréal et Québec sont admissibles au programme de financement? Excuse-moi, vous pouvez répéter, j'ai buvais de l'eau. Est-ce que les villes à statut particulier comme Montréal et Québec sont admissibles au programme de financement? Ouais, je pense que les municipalités, je pense que si on retourne dans dans les, qui est admissible, les municipalités sont admissibles. Et je pense que Montréal et les villes sont des municipalités. Donc, les municipalités sont admissibles pour recevoir du financement. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que la personne entend par statut particulier, mais les municipalités sont admissibles pour recevoir. Oui, ils peuvent, OK, et je viens d'avoir la confirmation que oui, ils peuvent postuler. parfait. Prochaine question. Ici, nous avions compris que les événements devaient être organisés par ou être destinés seulement pour les jeunes. Est-ce que je comprends qu'il y a deux catégories distinctes, événements qui ne doivent pas nécessairement être axés sur les jeunes et initiatives qui doivent être axées sur les jeunes? Oui, donc comme je l'ai mentionné, donc ça doit être fait par les jeunes ou bien axé sur les jeunes. Donc, si c'est un groupe de jeunes qui viennent pour faire leur événement, ça passe. Mais si c'est un groupe qui, euh, qui n'est pas composé de jeunes, mais vont faire un événement sur les jeunes, donc ça passe. Mais il faut que ça soit vraiment axé sur les jeunes.
dans les deux cas, parce qu'il y a des événements antiracistes qui ne sont pas nécessairement pour les jeunes, ni axés sur les jeunes. Non, donc ça va pas être un événement, ça va pas être un événement initiative jeunesse. On pourra pas qualifier ça d'initiative jeunesse, mais si c'est un projet, en général, un gros projet, encore, j'ai oublié de le mentionner, on est en train de travailler sur la source de financement pour les projets qui va venir plus tard, qui va être ouvert à tout le monde. Donc, juste pour confirmer à 100% cette question, tout ce qui est événement et initiative, dans les deux cas, tout ce qui est sur le fond du financement doit être axé ou connecté aux jeunes. Pour les initiatives de jeunesse, les événements, Ça. non. Les Exact. événements, Bon. pour juste si vous choisissez initiative de jeunesse, on aimerait que les bénéficiaires de ces événements ou les participants de cet événement ou de cet atelier ou de cette, je sais pas moi, étude ou panel de discussion les participants doivent être des jeunes qui sont âgés de 0 à 30 ans. Maintenant, si vous faites un événement, en général, on n'a pas vraiment besoin vous n'avez pas besoin de spécifier. Vous êtes un événement ouvert à tout le monde. Mais si vous choisissez initiative de jeunesse, on aime les participants ou les organisateurs doivent être des jeunes. Euh, merci. Est-ce que quelqu'un demande si l'événement est en janvier? Est-ce qu'ils ont le temps pour leur demande? Non, malheureusement, parce que tous les événements, je pense que c'est dans le sud web, on n'a pas pu le mentionner ici, peut-être j'ai mentionné de l'eau. Tous les événements qui commencent avant janvier, on n'aura pas vraiment pas le temps de vous donner une réponse satisfaisante. Donc, c'est pourquoi on a dit là, il faut que votre événement commence après janvier, après la date limite en fait, parce qu'on n'aura vraiment pas le temps de, 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 de vous donner une réponse. Et on ne veut pas que vous soyez en soit le frein pour que vous puissiez commencer vos activités. Est-ce que le fait d'avoir un public cible jeune fait pour autant que que les activités prévues rentrent dans la catégorie activité jeunesse? Oui, Ça un dépend le fait. de votre objectif. Non seulement public cible, on a les événements qui s'adressent à tout le monde où les jeunes vont venir aussi, où les personnes adultes vont venir aussi, mais ça dépend de votre objectif. De votre objectif, est-ce que c'est comme l'exemple que j'ai donné, c'est pour sensibiliser les jeunes étudiants ou bien les collégiens à tout ce qui est le racisme environnemental. Ça, on sait que l'accès, les personnes cibles, notamment la population cible, c'est les jeunes. Donc, c'est vraiment s'assurer que les personnes les panélistes sont des jeunes. Si vous faites une conférence ou bien les personnes, c'est des jeunes. Est-ce que le fonds sera reconduit pour 2024-2025? J'ai un événement qui devrait avoir lieu en novembre 2024 et qui répond aux critères et objectifs du programme. Merci. Oui, les fonds, on aura encore d'autres fonds pour 2024-2025. Donc, après ça, on va lancer d'autres fonds d'initiative de jeunesse. Merci. Vous parlez en introduction d'un montant de 6 millions sur 2 ans pour événements, initiatives jeunesse et projets. Est-ce qu'on comprend qu'il y aura un autre financement pour les projets puisque celui-ci en cours concerne les événements et initiatives jeunesse? Voilà, Donc, ça, c'est pour savoir la prochaine vague pour le financement des projets. Donc, oui. voilà. Prochaine question. Comment saurez-vous ceux qui ont participé pour leur envoyer le lien de la présentation d'aujourd'hui, sachant que cette personne-là, elle a juste cliqué sur un lien Zoom et ne s'est pas enregistrée? Mais comment la personne a fait pour avoir le lien Zoom? Parce que ce qu'on fait, d'abord, le processus d'inscription, et quand vous vous inscrivez, c'est là où on se base votre courriel. On a votre courriel et votre courriel qu'on va utiliser pour vous envoyer. Donc, comment vous avez fait? Parce que c'est pas sur le site web, c'est par inscription. Donc, comment vous avez fait pour accéder à ce lien? C'est quelqu'un notamment qui vous a donné ça, et la personne qui vous a donné ça s'est inscrite et cette personne qui s'est inscrite recevra la présentation.
Donc, si c'est le cas de qui que ce soit, là, qui s'est pas enregistré, veuillez juste me le dire dans le chat et je vous enverrai personnellement la présentation si c'est le cas, si c'est possible. Euh, Quelqu'un pose une question sur le dossier de parrainage. Je n'ai pas très bien compris ce que vous entendez par dossier de parrainage. En quoi est-ce que cela consiste? Est-ce que ce sont des lettres d'appui de partenaires, un texte rédigé qui répond à des questions ciblées ou autre chose? En fait, le dossier de parrainage, c'est souvent un document que les gens qui font des demandes de parrainage ou des demandes de subvention pour événements mettent en place. C'est souvent comme on appelle ça un, un document de présentation. Donc, tu présentes ton idée, ton événement. Si l'événement a déjà eu lieu, il y a certaines qui vont mettre des photos de l'événement passé, la description de l'événement. Si c'est tout un nouveau événement, vous allez présenter votre organisme en première page. En deuxième page, vous allez décrire le contexte dans lequel, ou bien vous allez décrire votre idée d'événement. Vous allez décrire ça va se passer où, qui va être là. Si vous avez déjà si c'est une conférence, je donne juste un exemple. Si vous avez déjà un agenda qui est déjà fait, vous le mettez là-dedans. Si vous avez comment dire, des participants ou bien des panélistes, vous mettez leur biographie, vous mettez ça. Si vous avez des résultats attendus, que vous voulez l'objectif, les résultats attendus, vous mettez ça là-dedans et les personnes contactent, des images. C'est ça qu'on appelle un dossier de parrainage. Donc, moi, je vous conseille de faire une petite recherche Google pour voir ce que c'est un dossier de parrainage. En anglais, ils appellent ça un sponsorship package. Et donc, c'est pour aller chercher du financement et des fonds pour faciliter. La plupart des gens le font quand ils l'ont, surtout dans le privé. Ils vont le faire et puis ils l'ont déjà. C'est souvent sous forme de présentation PowerPoint qui est bien fait. Et une fois que tu veux aller demander des subventions, tu écris un beau email qui va avec. Et puis en pièce jointe, vous mettez ce dossier de parrainage qui va donner une idée, franchement, de ce que vous voulez faire. Super, merci pour cette clarification-là. Quelqu'un repose la même question concernant les événements qui sont des initiatives pas spécifiquement jeunesse. Oui, en effet, comme on a déjà répondu à la question, il y a une autre subvention qui concerne les événements hors initiative jeunesse. Donc, ça, on l'a déjà clarifié. Est-ce qu'il y a des projets qui dépassent 10 000 canadiens seront admissibles? Non, franchement, moi, déjà vu l'année passée, moi, je te dis, quand un bailleur de fonds te dit c'est ça la limite, il faut respecter cette limite. Parce que dans certaines fondations que je connais, ça peut même être un critère d'inéligibilité. Donc, les gens qui vont dire, ah, c'est 10 300, peut-être qu'ils vont me donner 10 300. Non, parce qu'il y a une raison pour laquelle ils ont décidé de limiter ça à 10 000. Donc, si on vous dit, c'est de 5 à 10 000, mettez entre 5 et 10 000. Si de 0 à 10 000, mettez le montant, mais que ça ne dépasse pas 10 000. Donc, nous, on ne va pas éliminer les gens pour ça. On ne l'a pas encore fait, mais on ne va pas te donner plus. Donc, si on a dit 10 000, c'est-à-dire on a un budget où on a décidé d'aider les gens pour un montant de 10 000. Maintenant, dans votre budget, si vous voulez clarifier que votre budget, d'abord, maintenant, on vous a donné un budget qui ne dépasse pas 10 000. Maintenant, si vous voulez nous donner pour montrer comment on appelle ça, la grandeur de votre projet, toutes les dépenses, c'est bon pour nous de savoir, mais malheureusement, on ne pourra pas dépasser 10 000. Maintenant, je l'ai mentionné tout à l'heure dans la présentation, comme quoi que il y a la question de est-ce que vous acceptez une subvention partielle? Donc, si vous dites oui, nous, dépendamment du nombre de dossiers qu'on reçoit, parce que c'est très compétitif, on reçoit beaucoup de beaux projets, beaucoup de beaux événements. Donc, on aimerait vraiment aider tout le monde.
à commencer. Et surtout, on sait que la plupart des gens qui viennent vers nous, c'est des organismes à petit budget qui essaient de rassembler des gens dans leur communauté. Donc, on veut aider tout le monde et dépendamment de tout, vous pouvez même demander 10 000 et on regarde votre événement et d'après le nombre de demandes qu'on a reçues, le comité a reçu et qu'a regardé, on va vous donner 5 000. Donc, c'est bien. Mais une fois que vous cochez cette question, non, je ne suis pas ouvert à une subvention partielle, c'est soit 10 000 ou soit zéro. Mais c'est ça. Mais on ne dépassera pas 10 000, malheureusement. Et je vous conseille fortement de limiter la demande, le montant demandé à 10 000. Pas 10 100, pas 10 200, pas 15 000. Merci. Merci. Bonjour. Est-ce que les organismes communautaires qui n'ont pas des états financiers solides dus à un autofinancement pourront être éligibles à un financement? Oui, vous êtes éligible. Les états financiers nous aident, juste comme je l'ai dit, dans le processus d'évaluation des demandes, comme votre capacité à pouvoir gérer ces fonds. Donc, on ne va pas dire que, écoutez, vous n'avez pas des grosses subventions, vous n'avez pas géré un budget de 3 000 ou de 100 000 ou 200 000 dollars, qu'on ne va pas vous donner la subvention. Donc, ça va nous aider un peu à voir votre expérience en gestion financière. Donc, c'est bien dans tous les cas de soumettre même si c'est des états financiers de 3 000 dollars, 4 000 dollars, présentez-les bien et puis mettez-les dans la demande. C'est pas, on va pas vous éliminer parce que vous n'avez pas fourni des états financiers audités, ou vérifiés ou qui dépassent. Non, ça nous aide dans le processus d'évaluation des demandes à pouvoir vous aider aussi. Est-ce qu'il est possible d'appliquer aux deux vagues de projets? Donc, Oui, j'imagine aux deux différentes catégories. voilà, vous pouvez postuler, vous avez accès, vous avez droit, excusez-moi, à deux demandes pour cette vague-là. C'est-à-dire, vous pouvez faire une demande pour le 15 janvier ou bien d'ici le 15 janvier et puis faire une demande d'ici je pense, la prochaine date limite. C'était, si on peut retourner, euh, après le 15 janvier. Donc, vous pouvez faire deux demandes, mais chaque organisme a droit que à deux demandes pour cette vague-là. Ça peut être une initiative de jeunesse et un événement, ça peut être deux événements, ça peut être deux initiatives de jeunesse. Vous le faites comme vous sentez, donc vous avez droit à deux demandes. Bonjour. Est-ce que les activités doivent être obligatoirement gratuites dans le cadre d'un événement? Et est-ce que nous pouvons déposer deux demandes même si nous avons été déjà financés lors du dernier appel de projet en janvier 2023? Oui, comme je l'ai dit, donc nous visons le public. Donc, on ne peut pas financer vraiment une activité ou un événement à but lucratif. C'est-à-dire, vous voulez faire, même si ça colle avec nos adjectifs, mais vous chargez les gens à rentrer, on ne va pas supporter ça. On peut voir. Donc, il faut vraiment que ce soit accessible au public. Donc, comme je l'ai dit, c'est des fonds du public. Donc, on veut que les gens, en retour, puissent bénéficier de vos programmes, de vos projets au sein de votre communauté sans pour autant avoir à euh, payer. Donc, je pense que la deuxième partie des questions, c'était, Geneviève, Est-ce que nous excuse-moi. pouvons déposer deux demandes même si nous avons déjà été financés lors du dernier appel de projet en janvier 2023? Oui, si votre projet est fini et que vous avez soumis le rapport final, vous pouvez demander. Mais ça, même si le projet n'est pas encore fini, vous pouvez demander, mais on va regarder parce que normalement, tous les projets doivent finir d'ici le 31 décembre, qu'on avait financé doivent finir d'ici le 31 décembre 2023, c'est-à-dire dans 2 mois. Donc, si vous pensez que votre projet va finir dans les 2 mois, vous pouvez demander. Mais ce serait bien de finir et de soumettre un rapport final, mais pour pouvoir demander. Mais vous pouvez demander. Parfait. Est-ce que des fonds pour des initiatives et projets autres que jeunesse?
Oui, c'est ça. Comme on a répondu au début, Ibrahim a mentionné que les événements sont pas forcément des événements jeunesse. C'est des initiatives jeunesse et des événements entièrement. Voilà, voilà. L'autre personne me dit que oui, on s'est inscrit, parfait. Si notre organisme n'a pas de statut de bienfaisance, peut-il soumettre un projet ou doit-il se mettre avec un organisme disposant du statut de bienfaisance? Ça, on est en train de travailler là-dessus parce on a les associations souvent euh, doivent vraiment, moi, quand vous êtes une association, je vous conseille de faire un partenariat avec un organisme de bienfaisance. Parce que tout ça, c'est pas parce que pour vous barrer la route, mais parce que aussi c'est des fonds du public qu'on utilise. Donc, il y a une certaine euh, redevable, donc qu'on doit faire, on doit faire attention pour la gestion des risques. Donc moi, je vous conseillerais de trouver un organisme, même si vous êtes éligible, de trouver un organisme à but non lucratif de bienfaisance. OK. Est-ce qu'il doit y avoir un pourcentage de l'organisme, de la contribution de l'organisme, j'imagine de l'organisme de bienfaisance? C'est dans la même question Non. La prochaine question, est-ce qu'il doit y avoir un pourcentage de l'organisme de comme une l'organisme. contribution? Euh, Comme contribution, non, on ne demande pas ça. Mais si votre événement va vous coûter 15 000 et que vous allez nous demander 10 000 et vous avez vos propres fonds pour mettre là-dedans, c'est bon. Vous pouvez montrer ça dans le budget que vous avez de 5 000 $. Le projet coûte 15 000. L'événement va coûter 15 000, mais c'est nous qui n'allons fournir. Donc, il n'y a aucune restriction au nombre de montants. Nous, on vous donne le montant qu'on vous donne avec, une fois que vous êtes bénéficiaire, il y aura une entente à signer. Et dans cette entente, il y aura vraiment des clarifications. C'est quoi que vous nous devez, le rapport final, la reconnaissance, s'assurer que tout va aller, tout va bien se passer. Donc, on est même en train de travailler, finaliser ce document et ça va être sur le site web aussi. Donc, vous pouvez accéder à cette entente entre bénéficiaires et la fondation. Vous pouvez lire c'est quoi les attentes. Donc, il n'y a pas de limite. Nous, on vous donne les 10 000, les 7 000, les 5 000 avec vous nous devez un projet final, vous nous devez de la reconnaissance et vous nous devez démontrer que l'événement va se passer telle date et voici les activités, voici les budgets. Faut-il y avoir un numéro de charité? Oui, pour les organismes enregistrés au niveau de l'Agence du revenu du Canada, il faut avoir un numéro, il faut mettre le numéro, il faut ajouter le numéro. Mais si vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes un organisme de bienfaisance pas enregistré, vous n'êtes pas obligé. OK. Est-ce qu'il y a une contribution obligatoire de la part de l'organisme demandeur aux dépenses admissibles? Et si oui, quel pourcentage? 10%, 20%? Non, Sinon, est-ce que le fait de contribuer aux dépenses admissibles augmente nos chances d'obtenir le financement? non, non. Vous pouvez venir avec vos projets qui coûtent 4 000 $, 5 000 $, 6 000 $. Il n'y a pas de rien. Voici ce qu'on veut faire. Voici, on a un budget de 4 000, on demande 4 000. Et que si c'est bien fait en ligne avec ce qu'on cherche, bien l'évaluation est bien satisfaisante, vous aurez vos 4 000 ou bien le montant qu'on décidera de vous donner. On ne va pas vous exiger d'avoir un montant extra ou bien pour pouvoir, non, ça fait ça. Nous n'exigeons pas de pourcentage auprès de vous pour, euh, pour mener à bien. Mais ce que je veux dire par contre, si vous demandez, si vous choisissez l'option de subvention partielle, s'assurez-vous que vous avez les autres fonds pour mener à bien votre événement. Parce que si on vous donne le montant que vous avez demandé et que vous n'avez pas
les fonds pour mener à bien, vous allez devoir nous redonner et que vous n'avez pas fait l'événement ou l'initiative de jeunesse parce que vous attendez d'autres fonds qui ne sont pas arrivés et que vous ne pouvez pas mettre ça en place, nous, on vous demandera de nous rembourser le montant. OK. Donc, sinon, dans le cas, finalement, est-ce que le fait de contribuer aux dépenses admissibles augmente nos chances d'obtenir le financement? Pas vraiment non plus. Non. Euh, Vous pensez financer combien de projets à l'échelle du Québec? On ne sait pas parce on n'a pas de quota pour les régions parce que les demandes arrivent comme partout du Canada. Et puis, on essaie d'être vraiment dans notre processus d'évaluation, d'être juste, transparent et en matière d'équité. Donc, on va essayer de voir les demandes qui arrivent souvent et puis on va essayer de voir. On n'a pas un quota pour une province parce qu'on a un mandat national, dépendamment du nombre de demandes qu'on va recevoir des provinces et puis toutes les demandes vont être gérées. Je ne sais pas combien on peut vous revenir sur le nombre de demandes qu'on avait subventionnées la dernière fois euh, au niveau du Québec. On peut faire une recherche et puis vous revenir là-dessus, mais on n'a pas de quota en tant que tel pour les provinces. Euh, Quelqu'un me dit, je suis désolée, mais c'était clair pour moi, mais ce qui a été dit m'a un peu mélangé. Euh, OK, je pense sur. OK. C'est pour les subventions, donc on va le redire. Il y a deux catégories de financement, une pour des initiatives jeunesse, puis d'autres pour des événements antiracistes qui n'ont pas rapport avec les jeunes forcément. Ils peuvent, là, mais pas forcément. Mais je veux clarifier, Geneviève, les initiatives jeunesse aussi sont antiracistes. Parce que pour une Oui, initiative jeunesse passe, il faut que ce soit l'objectif s'aligne avec c'est vrai. l'objectif du fonds, du programme. Donc, c'est des événements et des initiatives pour les jeunes ou par les jeunes, tous les deux antiracistes. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est un peu, en fait, c'est deux projets différents. Moi, je veux faire un événement qui est ouvert à tout le monde. Ça, c'est un événement. C'est pas grave. Mais je suis un groupe de jeunes qui veut faire quelque chose pour tout le monde. Groupe de jeunes peut venir. Moi, je suis un groupe de jeunes. Mon truc, j'ai un projet. Ça, j'ai une initiative pour les jeunes, axée sur les jeunes. En fait, la différence, c'est que pour une initiative de jeunesse, il faut vraiment que ce soit axé sur les jeunes. Il faut que les bénéficiaires, les participants soient des jeunes de moins de 30 ans au max. Donc, un organisme peut faire un événement pour les jeunes, c'est ça. Ou bien un organisme dirigé par des jeunes veut faire un événement pour les jeunes, ça passe. Donc, la différence, c'est vraiment le public cible. Le public cible pour un événement, en général, on n'a pas de restrictions, mais initiative de jeunesse, le public cible doit être des jeunes de moins de 30 ans. C'est ça vraiment la différence. Les bénéficiaires, le public cible. C'est bon? Parfait. Ouais, merci pour ces clarifications. Quelqu'un demande si l'événement doit avoir lieu en août 2024, par exemple, à quel moment doit-on soumettre exactement? Quand vous pouvez soumettre euh, après le 15 janvier ou bien vous pouvez aussi mais je vous conseille, si vous avez l'idée, vous avez toutes les informations nécessaires pour postuler, je vous conseille de soumettre vos demandes après le 15 janvier. Ou bien vous pouvez soumettre maintenant, c'est juste qu'on ne va pas, si votre date, vous dites que votre événement aura lieu en août 2024, Mhm. on va peut-être pas prioriser ça, on va vous donner une réponse après le mois de mars 2024. Mais les événements qui vont se passer, c'est pourquoi on fait cette clarification pour pouvoir que les gens, pour pouvoir aussi nous gérer, nous organiser un peu sur le processus décisionnel. Mais si votre organisme, vous pouvez postuler
Vous pouvez postuler. C'est juste que vous allez peut-être avoir de nos nouvelles en avril ou au mois de mai. Hmm. La question de la charité est un peu plus définie ici. Si on est un organisme à but non lucratif enregistré au niveau du registraire des entreprises, faut-il quand même avoir un numéro de charité? Répétez-moi ça, s'il vous plaît, Geneviève. Si on est un organisme à but non lucratif enregistré au niveau du registraire des entreprises, faut-il quand même avoir un numéro de charité? Non, je sais pas, peut-être ça c'est au niveau du Québec, hein, enregistré au niveau des registres des entreprises. Ouais, c'est Nil, le registraire des entreprises du Québec. ouais, voilà, non, vous pouvez juste vous postuler. Donc, c'est bon. C'est Pas bon, besoin ouais, d'avoir un numéro de charité. non. En tant que vous êtes un organisme à, comment on appelle ça au Québec, Un BNL. organisme de OBNL, voilà, vous pouvez postuler. OK. Puis la dernière question dans le chat. Mon événement aura lieu en juillet 2024. Si je peux déposer pour le 15 novembre ou devrais-je attendre en janvier? Ouais, je vous conseille d'attendre en janvier. Le temps de vraiment comprendre, poser des questions et puis pouvoir bien étoffer votre demande. Parfait. Euh, Parfait. Donc, je pense que tout a été répondu. De mon côté, en fait, en ligne, si personne a des questions, tout a été répondu. Donc, c'est parfait. Donc, ça nous donne, on est à 2h10, on a dépassé le temps. Je vais prendre 2 ou 3 minutes pour finaliser tout. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Et merci beaucoup, Geneviève, d'avoir facilité cette période de questions et réponses. Sans toi, on pourrait pas, ça n'aurait pas eu lieu. Donc pour le soutien et les liens, donc je sais que vous aviez peut-être des questions où on n'a pas eu la chance de répondre à cause du temps limité. Donc vous pouvez toujours vous les adresser à bourse@crrf fcrr.ca. Donc, on a une équipe dédiée à regarder les courriels et puis on donne jusqu'à 24-48 heures maximum pour vous revenir. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et mettez à l'en-tête candidature pour le Fonds national contre le racisme. Donc, on pourra. Et puis, le site web aussi est là. Il y a un Q&A aussi, questions et réponses sur le site web. Si vous avez des questions, si ces questions, si vous ne trouvez pas de réponse, vous manquez de clarité, envoyez-nous un courriel. Et aussi, là, j'ai mis on a les lignes directrices avec le Q&A sur notre site web. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, nous vous remercions d'avoir euh, pris le temps, de participer à cette information et j'espère que ça a été utile pour vous. Et puis, nous vous souhaitons une bonne réussite et puis on est là pour vous aider. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos questions et ou bien consulter notre site web. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.